What's up tout le monde? Comment ça va? Marco Birbé, encore une fois, Agence Mobux, Social Boss. Je suis avec Joe Laberge. Hey! Brap, brap, brap! Et son magnifique chandail des Blackhawks de Chicago. Je suis un fan depuis le jour 1, même si là, ils sont rendus dans le fond de la cale, je les aime. Ah, moi, je les ai toujours particulièrement adorés. C'est drôle parce qu'on jasait, moi puis Joe, offline, puis là, on jasait, puis là, maintenant, on était comme, OK, mais c'est parce qu'on va partir, sinon, il reste 2h30, puis on va jaser. La discussion qu'on a commencée, c'est on parlait à quel point on a changé nos standards au niveau de ben là, on parlait vestimentaire, puis au niveau des standards des webconférences, où est-ce que tu es en coton ouaté, tes enfants qui crashent, ton chien qui crash pendant le live, puis on dirait que comme on est en confinement, c'est pas grave, mais on aurait fait ça il y a 2 mois. Et ça n'aurait pas passé. Et moi, ouais. il n'y a pas long, je vous le jure, c'est vrai. J'étais en entrevue j'étais avec Pas de temps à perdre. Et puis, non, c'est pas avec Pas de temps à perdre. C'était un autre Instagram live, puis je leur avais dit oui. Et ma blonde est tellement habituée que ce soit au téléphone avec les radios, tu sais, pas que ça soit filmé. Et elle est rentrée en culotte puis en t-shirt, puis elle cherchait son bas de pyjama. Puis t'as ma blonde qui a passé en culotte en arrière, puis tu fais, Léa, c'est parce que je fais, oh, excusez! T'es tellement pas habitué qu'on soit devant des Kodak à la maison, tu sais. Fait que c'est ça, ça crash tout. L'autre jour, j'enregistrais aussi, puis mon fils est rentré, puis m'a demandé, t'es où son cartable de carte de hockey? Papa, il est où mon cartable? Je suis en ce moment, je m'en vais à la télé, là. Tu comprends? Okay. Papa, il est en boxeur avec un coton ouaté des Blackhawks, mais papa, il travaille en ce moment. Papa, il n'est pas crédible, mais il travaille, là. Hein? Ouais, ben merci d'être avec nous aujourd'hui, Joe. Encore une fois, je l'expliquais aux gens, ça a été carrément, je t'ai envoyé un DM par Instagram, je t'ai expliqué c'était quoi, je dis c'est des entrepreneurs, social boss, on reçoit des gens pour jaser de la crise et tout ça, puis t'as dit let's go, ça me tente, on y va. Fait que merci de prendre le temps avec nous autres. Ça fait plaisir, merci à vous autres de l'invitation. Ben, c'est un réel plaisir. Encore une fois, je fais un retour en arrière. Lundi, quand je parlais de tout ça, j'ai dit jamais un jour j'aurais pensé avoir les 2 gars de contrat de gars dans ma vie professionnelle. J'étais un gros fan, ben je le suis encore. Là, puis quand on s'est parlé au téléphone, je pensais hier avant-hier, j'ai dit je pense que mon gars de 13 ans est sur le bord là, de rentrer puis de pouvoir vivre 13 ans, 13 ans, dépendant de la maturité humoristique de ton gars, moi je le laisserais. Ouais, je pense qu'il est rendu là. À 13 ans, je regardais le film Slapshot puis je capotais. Fait que je pense que je le permettrais. Le pire, c'est que mon gars est allé chez mon frère il y a peut-être 1 mois et demi. Et quand il est revenu de chez mon frère, il a ramené des cadeaux et tout. Puis mon frère n'a pas d'enfant. Il a 40 ans, il n'a pas d'enfant. Puis là, il arrive à la maison puis il dit « Hey, Sylvain, il m'a donné plein de cadeaux. » Là, il commence à me montrer des jeux. Tu sais, genre The Witcher 3, puis tout le kit, là, je suis comme, OK, on va filtrer là-dessus. Puis il m'a donné le film Slapshot, je suis comme, aïe, aïe, man. Fait que là, je l'ai pris, je l'ai rangé, puis j'ai dit, un jour, on va le sortir, puis on va l'écouter ensemble. Ben, Slapshot, pour vrai, la première fois que je l'ai vu, je devais avoir 12... Ah, ouais, j'étais en secondaire 1, et l'autre fois, il passait à la télé avec des bouts censurés, et mon fils de 10 ans le regardait, et il riait de bon cœur. Et il n'y a pas long, il me demandait, « Papa, penses-tu que je vais pouvoir la voir, la version pas censurée? » Puis bientôt aussi. Peut-être un jour. Mais, attends une minute, ça va-tu marcher, ça? OK, on est correct. On me dit que ton son est pas très fort, Joe, si tu peux... Alors, je vais augmenter ça ici avec ma machine. 2 secondes. Il y a où le bouton pour lever le son? Oui, on va. Et moi, je me suis acheté des cossins genre ça. Je ne sais pas si tu le vois, ça ici. Mais il n'y a pas de son dessus sur le micro. Donc, je vais essayer de lever ça ici de même. Et si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, là, je pense que le son est optimal. Au max. Excellent. Fait que, on commence tout le temps de même. Joe, comment ça se passe, le COVID chez vous? Professionnellement, familialement, amoureusement, overallement? Le COVID est arrivé, mais nous, on avait eu un training avant. Le 22 novembre, comme plusieurs le savent, mon gars, il
diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Donc, depuis le 22 novembre, nous on est en confinement pour ne pas rentrer de bactéries à la maison parce qu'il était à l'époque en neutropénie. Ça veut dire que son système immunitaire n'était pas top. Donc, on faisait attention, on restait à la maison, on faisait une activité par semaine. Et la semaine que le COVID est arrivé, c'était la semaine de la reprise de mes activités professionnelles. Et mon fils retournait à l'école cette semaine-là. Donc, on a eu 3 jours. 3 petits jours, comme dirait John de Contrat de gars. 3! Et numéro 3, on a eu 3 jours, mon gars, on reprend notre vie, je recommence à travailler, je prépare ma tournée, je commence les répètes de mon show, Xavier s'en va à l'école, ma blonde peut enfin prendre ça, parce que ma blonde, elle a un café, fait que, tu sais, travailleur autonome, je connais ça, je la vois bûcher, monter son entreprise. Elle arrive, il a fallu qu'elle fasse du 7 jours semaine pour pallier le fait que je travaillais plus pour m'occuper du plus vieux. Donc, lorsque la COVID est arrivée dans notre vie, nous, on était déjà drillés, tu comprends? On a juste fait, on s'en va en confinement, puis on regardait tout le monde paniquer, puis on était comme, nous, on est travailleurs autonomes, puis on est pigistes, puis on court après notre prochaine paye depuis 10 ans. Fait qu'on était comme, hey, relaxez tout le monde, le gouvernement, il nous donne de l'argent, on est mort de rire, là. Relaxez, les banques te disent, hey bro, je m'occupe de ton hypothèque pour 3 ou 6 mois. Hey, arrêtez de paniquer, regardez Netflix, les gars. Fait que nous, on a pris ça comme, le confinement continue, on est déjà dedans depuis 4-5 mois, on a un lâcher-prise weird. Les 2 premières journées, par contre, lorsque j'ai eu l'appel que ma tournée était reportée, là, j'ai paniqué. Et lorsque ma blonde s'est vue dans l'obligation de fermer son café, parce qu'on savait que ça s'en venait. Léa a fermé le Viridi 7 jours avant même que ça soit la loi, par prévention pour ne pas ramener de bactéries à Xavier. Donc, c'était de voir nos entreprises personnelles, parce que même si moi, je suis à mon compte comme artiste, j'ai une compagnie incorporée. Tu sais, moi, je l'appelle ma carrière. Ma carrière, c'est ma petite shop. Tu sais, puis j'ai des employés, des writers, du monde que je paye, des gens que j'engage, des relationnistes de presse, whatever. Donc, moi, c'est une petite business. Et ma blonde en a une aussi. Puis les deux, il a fallu qu'on voit ça s'écrouler, mon gars, sous nos yeux, puis qu'on se regarde un peu comme la fin du film Fight Club. Te rappelles-tu du film Fight Club? Quand tous les buildings s'écroulent, puis ils se tiennent la main. Moi, ma blonde, on se tenait la main, on fait tout ce qu'on a construit dans les 10 dernières années, ça vient de sacrer le camp. Pour combien de temps, on le sait pas. Puis nous autres, notre slogan dans la famille depuis des années, c'est hey, on panique pas. Fait que quand c'est arrivé, on a fait on panique pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour se revirer de bord? Ben, c'est drôle parce que quand tout ça a commencé, moi, honnêtement, j'étais un peu à l'inverse de toi. C'est-à-dire que moi, la business a continué parce que j'étais en communication, puis j'étais en marketing, puis les clients ont besoin de ça. Puis ma blonde est en construction. Fait que la construction a pas nécessairement arrêté. Puis là, elle vient de recommencer officiellement. Fait que ma blonde a continué temps plein. Moi, j'ai continué temps plein. Fait que c'est comme si, fin de Fight Club, mais nous autres, on reste dans notre building, puis on voit juste le building, tous les buildings autour qui s'effondrent. S'écroule, ouais. OK? Tu sais, puis j'en parlais dans les autres lives, c'est quasiment un sentiment de culpabilité de dire, OK, c'est parce que nous autres, ça va bien, tu sais. Puis t'es le deuxième entrepreneur qui me dit ça. J'ai un entrepreneur dont je vais taire le nom, qui a un restaurant qui a pas long, qui font du take-out. Je me dis, man, je me sens mal de faire des sous. Puis tu fais, non, t'as pas à te sentir mal. Tu travailles 15 heures par jour, 7 jours semaine. Tu travailles. Tu profites pas de la crise. Tu fournis un service essentiel qui est de la nourriture. C'est toi qui se lève le matin, puis c'est toi qui vas ébrasser tes boulettes, puis ta viande, puis tes affaires. Tu as de quoi être fier de toi, au contraire. Moi, je trouve que ceux qui ont réussi à travailler durant cette crise-là et à subvenir aux besoins de leur famille comme entrepreneurs, bravo. Puis, tu sais, il y en a qui chialaient pendant un bout de temps parce que je prônais beaucoup l'achat local. Tu sais, dès le jour 1, je me suis reviré de bord puis je disais à ma blonde, monte-toi un site Internet, vends de la merch pour le Viridi, je vais te faire de la promo sur les réseaux sociaux, je vais essayer de trouver une façon, moi, de revendre peut-être des épisodes de Fiston, des épisodes de Contrat de gars, je vais essayer de trouver une façon de... Et tout de suite, on est tombé sur le téléphone puis en mode solution. Ça, c'est le côté entrepreneur en nous, tu sais, qu'on n'accepte pas que le tapis nous glisse en dessous des pieds, tu sais. Puis il y a des gens qui m'écrivaient en disant « Hey, écoute, il y a plus que ça, il y a la santé en ce moment. » Puis je disais, toi, c'est facile de dire ça parce que ça fait 3 jours que tu es en confinement. Moi, ça fait depuis le 22 novembre que j'ai plus de revenus puis que je vis sur mon coussin qui est de côté pour m'occuper d'un enfant qui a le fucking cancer. Pas la COVID, le fucking cancer du cerveau. Donc, oui, je vais penser à mes économies puis à subvenir aux besoins de ma famille puis que j'ai une maison, une hypothèque à payer. On a des prêts à rembourser avec le café. Tu fais... il y a les gens, ils sont pas conscients et là, ils commencent à comprendre ce que c'est que d'être travailleur autonome
et se demander comment elle va rentrer la prochaine paye. Parce que ça n'a pas pris plus que 2-3 semaines que tout le monde s'est mis à paniquer. Puis il a fallu que le gouvernement fasse « Hey, on va vous donner de l'argent, les travailleurs. » Ben nous, travailleurs autonomes, ceux qui sont à son compte, c'est ça à tous les jours de notre vie, de savoir, on ne sait pas comment est-ce que la prochaine paye va être le montant. Oui, mais la seule différence qui arrive, c'est que j'avais déjà écrit un article de blog là-dessus, c'est que la différence qu'il y a, c'est que quand tu es travailleur autonome, tu peux pas te plaindre de ça. Parce que si tu te plains de ça, maintenant, quelqu'un va dire « Ben ouais, mais Joe, trouve-toi une vraie job. » C'est ça. Tu sais, Ben oui, puis ils ont raison. Mais par exemple, viens pas me dire... Tu sais, moi, des fois, on me disait... Tu sais, mettons, tu as travaillé fort. Mettons, tu as pris 2-3 contrats en même temps. Ma blonde travaille 7 jours semaine. On a pilé de l'argent. Puis là, tu t'en vas une semaine à Hawaï. Puis on fait maudit chanceux, toujours les mêmes qui ont toutes. Puis tu fais ta gueule, esti. Je me lève à 3h30 le matin. Je me couche à 10h30 le soir. J'ai pas vu mes enfants pendant 1 mois et demi. J'ai sacrifié ça pour lancer une entreprise ou un nouveau concept ou lancer un livre ou whatever quoi pour gagner ma vie. Il faut toujours trouver une façon de la gagner, ma vie. Fait que, non, je suis d'accord que c'est ton choix d'être travailleur autonome. Mais là, en ce moment, j'ai un sourire en coin de voir, pas le malheur des gens. Jamais je verrai le malheur des gens. Je trouve ça drôle de voir, attends une minute, j'ai un petit bonhomme qui veut me dire salut. Quand on disait que c'est ça, faire du travail de la maison, est-ce qu'on dit bonjour? Allô? Allô? Ben, c'est pour lui qu'on se lève à 3h30, 4h, 5h le matin pour aller travailler. Et voilà. Ah non, c'est moi qui garde les écouteurs. Là, toi, tu t'en vas faire la sieste. Hey, bye bye, mon chum. Bye bye. On dit bye bye, bonne sieste. À eux, dis bye bye, bonne sieste. Bye bye, bye bye. J'adore ça. Tu sais, moi, ma famille, c'est ma plus grande fierté. C'est pour ça que je me lève le matin à aller travailler. Puis c'est pour ça que je suis pas capable de travailler pour un autre. Parce que la journée que je veux faire, hey, mon gars, il y a une pièce de théâtre à l'école, ben, je m'excuse, je prends pas de contrat cette journée-là, puis je vais voir sa pièce de théâtre à l'école. Non, absolument. Moi, je l'ai tout le temps dit, je suis parti à mon compte pour profiter de la vie. Même si ça paraît bien ironique, là. Non, t'as raison. C'est toi qui as raison. Oui, parce que tu décides pour toi. La journée que tu travailles 17 heures à ton compte, c'est pas comme travailler 17 heures pour une shop ou pour quelqu'un d'autre. Non. Tu finis ta journée, t'es brûlé, t'arrives à la maison, tu trouves une bière ou une bouteille de vin avec ta blonde, tu jases de ta journée, tu regardes tes comptes, t'appelles ton comptable, puis là, tu fais « Christy que ça valait la peine. Christy que ça valait la peine de travailler autant. » Pas pour l'argent, parce que moi, j'ai un père entrepreneur. Mon père a sa propre business. Mon père n'a jamais travaillé. En tout cas, à mon souvenir, j'ai 36 ans, j'ai jamais vu mon père travailler pour quelqu'un d'autre. Puis j'ai vu mon père en arracher avec ses entreprises, parce qu'un entrepreneur, c'est pas vrai que c'est tout le temps rose, d'arriver puis de devoir slacker 16 employés parce que si ça roule plus puis qu'il y a trop de comptes à payer puis qu'on recommence à zéro puis on trouve un nouveau concept puis on revire la compagnie de bar parce que mon père est photographe, tu sais. Puis quand la technologie du numérique est arrivée, t'imagines-tu comment tous les photographes ont perdu des contrats, tu sais? Ben oui. Fait que j'ai vu mon père là, faire des nuits blanches. Fait que, tu sais, quand tu te lèves le matin puis tu as vu ton père dans le bureau travailler puis tu te dis « Hey, bonne nuit, Pat, t'as besoin d'un coup de main? » Fait, écoute, tu juste transporter ces boîtes-là dans le shop en arrière. Tu dis « Ben oui. » Puis là, tu t'en vas te coucher, tu te relèves le matin, tu repasses devant puis ton père est encore là à travailler. C'est OK, ce gars-là travaille pour sa famille, puis il est fier, puis il travaille pas pour quelqu'un d'autre en se faisant donner de la merde pendant qu'il n'y a aucun contrôle sur son horaire, tu sais. Ben moi, il y a un autre aspect aussi que je trouve très drôle, c'est que moi je compte pas mes heures, parce que si tu commences à compter tes heures, c'est fini. Tu sais, puis hier, il était, je sais pas, moi, 9h30, 10h, j'étais en train de travailler sur des propositions, puis je travaillais encore, qui est tard, puis moi, j'aime ça. Je viens au bureau à 7h, puis ma blonde, elle m'appelle des fois, puis tu sais, hier, elle m'appelle, puis elle me parle, puis là, tu sais, je comprends dans son ton de voix que je fais comme « Oh, OK, il est quelle heure? OK, il est 5h. » Oh, Pélaire, ouais, c'est ça. Si elle m'appelle pas, là, moi, je suis pas là. Mais on dirait que des fois, les gens, ils voient que t'es passionné, t'as du fun, t'aimes ça. Je dis, des fois, je suis sur le monde, je dis « Hey, je suis désolé si j'aime ma job. Je suis vraiment désolé. » Tu sais, je suis heureux. Moi, je suis heureux, puis je trouve ça le fun. Puis oui, on fait des 10, 12, 15 heures, tout le kit, puis c'est le fun. Mais sais-tu qu'est-ce qui est drôle? J'ai réalisé ça cette semaine, puis j'avais hâte de te parler. Parce que moi, je dis toujours à ma gang, parce qu'on est 7 chez Mobux, puis je dis toujours à ma gang, je dis, moi, une business, c'est comme un bateau. Puis moi, je suis le capitaine du bateau, puis tout le monde a sa job à faire. Puis un moment donné, c'est pas parce que ta job, c'est de t'occuper de cette voile-là que c'est un travail qui est ingrat. Parce que si tu t'occupes pas de cette voile-là comme ça, ben dans 3 semaines, on va être 600 km plus loin de notre trajectoire parce que tu l'as pas fait comme il faut. Puis je me souviens que j'avais écouté une vidéo, je pense que c'était avec Bianca Gervais que tu avais faite. Puis tu avais donné un conseil, tu avais écrit sur... C'était-tu Bianca Gervais? Oui, tu avais écrit sur un...
dans une salle On de dirige pas le vent, mais on peut toujours aligner les voiles. Ouais. Exactement. Puis c'est vraiment un conseil que je mets en application dans le quotidien de dire contrôle pas le vent, on peut aligner les voiles, ben on est en plein là-dedans. En ce moment, c'est la petite tempête, on s'entend là-dessus. Là. Puis là, c'est de dire OK, mais comment je peux juste aligner ma patente? Puis je faisais la métaphore avec ça. Les 2 premières semaines que c'est arrivé, là, ils fermaient les commerces, fermaient les écoles, tout le kit. Moi, j'ai dit à ma gang, j'ai dit OK, gang, rentrez les voiles, on s'accroche. C'est ça. On espère juste que tout le monde reste dans le bateau. Puis quand ça va se laquer, là, on regardera où c'est qu'on s'en va. Parce que maintenant, ça n'a comme plus de sens. Ça fait juste. Tu peux pas te battre contre ça. Si tu te bats contre ça, ton entreprise va crouler. Mon père, qui est toujours mon mentor en business, je l'ai appelé, tu sais, quand j'ai fait tu fais quoi, toi, de quoi ça a l'air? Paniquez-vous un peu de votre bord? T'as-tu perdu bien du contrat? Puis par respect, je dirais pas le montant, mais tu sais, mettons que c'est pas loin c'est du 6 chiffres, là, tu sais, qui perd de chiffre d'affaires, puis que tout le matériel avait été acheté, produit et ne pourra jamais être livré parce qu'il y a des dates décrites dessus. Donc, mon père perdait. Écoute, imagine, te payer le stock, tu as un contrat. Mais le gars, dans sa clause, il n'y a pas de contrat de pandémie. Il ne peut pas te payer, malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu les clients pour. Fait que là, mon père perd tout. Obligé de slacker des employés. Je l'appelle, puis il fait j'ai paniqué 24-48 heures, mais là, qu'est-ce que je fasse? Ta tempête est là. Accroche-toi, puis quand le vent va se calmer, on réenligne tout ça, puis tu repars à zéro. Mais moi, cette mentalité-là, quand tu as grandi là-dedans, ça te drive. Moi, j'ai toujours dit, pas avoir été humoriste, je serais prof d'histoire, puis même comme prof d'histoire, j'écrirais des livres d'histoire, je ferais du marketing avec, puis je les vendrais. J'ai tout le temps eu la fibre, tu sais, en 5e année, 4e année, je passais les journaux, puis j'avais menti au gars de la presse en lui disant que j'avais l'âge pour pouvoir passer les journaux, tu sais. Non, mais t'avais déjà de la barbe. J'avais un duvet, mon gars, des tresses, 2 longues tresses de viking. Mais tu sais, j'étais en 5e année, moi je passais les journaux, j'économisais mon argent parce que je voulais m'acheter un vélo pour pouvoir mettre un chariot puis mettre plus de journaux dessus pour faire plus d'argent encore. Puis je voulais juste que ça grossisse. J'avais engagé mon voisin. Puis je disais, je te donne une cote. À un moment donné, mon père fait hey, combien tu y donnes, Jonathan? Ça n'a pas de sens. Tu exploites le voisin. Et moi, dans ma tête, c'était qu'est-ce que je fasse, tu sais? Puis j'ai tellement trouvé ça cute. Mon fils, l'année passée, on a eu un appel parce qu'il vendait des cartes Pokémon à l'école. Puis j'ai un gars que je connais qui il a vécu la même chose avec son enfant, identique, la même histoire, carte Pokémon aussi. Puis c'est quand je l'ai raconté chez nous que mon fils me l'a avoué. Mon fils vendait des cartes Pokémon à des plus jeunes que lui, puis il vendait le double du prix. Oui. Fait que là, je fais Xavier, vendez pas le double, vends le tiers du prix, vends le quart du prix, puis explique au gars que tu fais un profit dessus. Fourre jamais les gens, ça va te revenir d'en face. Ben, comme de fait, les parents ont appelé l'école en faisant hey, votre fils vend des cartes à 10$ à mon enfant. Fait que je dis Xavier, ça, c'est exploiter la naïveté des gens. C'est pas pareil comme ils vendent un bon produit. Tu comprends? Fait qu'on lui a fait un speech à la table. Puis j'ai fait mon père lui a parlé en disant Xavier, c'est pas ça du marketing, c'est pas ça de la business. Ça, c'est un trou de cul. T'es pas un trou de cul, Xavier. Là, Xavier, oui, mais moi, j'ai payé quelque chose de pas cher puis je le revends plus cher. Fait, non, tu exploites un plus jeune que toi puis tu y mens en disant qu'elle vaut cher. C'est des mensonges. C'est pas ça de la business. Ben, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, puis lui, il est encore persuadé qu'il a fait de la bonne chose. Le gars à ma blonde a fait la même affaire. Il a économisé son argent. Il a acheté sur Amazon un paquet de cartes. Je pense que c'est des GX ou quelque chose de Pokémon. Il les a séparés en plus petits paquets. Il les a emballés dans du papier, puis il vendait comme 2$, 3$, 5$. Puis il faisait pratiquement du double de profit. Puis, ça n'a pas de sens. C'est écœurant, c'est parfait. Il s'est fait avertir à l'école qu'il ne pouvait pas vendre ça à l'école. Puis j'étais comme, je suis d'accord que ce n'est pas le contexte, mais tu sais, l'école n'a jamais été un environnement qui stimule l'entrepreneuriat. Au Québec, non. Au Québec, tu fais de l'argent, tu es un trou de cul. T'as-tu remarqué? Moi, je déteste cette philosophie-là. Au Québec, tu dis que tu veux te partir de ton entreprise, tu dis que tu as des rêves. T'es un crosseur, t'es un ci, t'es un ça, parce qu'on a tellement été du cheap labor que ça nous coule dans les veines, puis on passe automatiquement à capitalisme sauvage, genre de je vais avoir une shop pour me payer 10 cents, c'est pas de ça du tout. Moi, les gens avec qui je travaille, les writers, j'engage, j'ai un bon roulement de 4-5 gars, et même que les gars me le disent à toutes les fois qu'on a des contrats, waouh, c'est fou comment tu payes bien, tu sais, t'es pas obligé de me donner autant, puis tu fais oui, ben la journée que je vais vraiment avoir besoin de toi, puis j'aurai un peu moins de budget pour un projet, tu vas dire oui. Parce que tu sais que j'ai toujours été généreux avec toi. Moi, je trouve que la générosité en business, ça existe, le capitalisme social, tu sais, où tu peux. Tout le monde est gagnant, puis il n'y a personne qui faut personne, tu sais.
Ben, je le dis toujours, puis je l'ai dit aux enfants de ma blonde pas plus tard qu'hier. Je dis, il y a 2 catégories de gens que les gens détestent au Québec. Les winners puis les losers. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut pas que tu vises au crochet de la société, faut pas que tu sois un PS, que tu te quittes, mais il faut pas que tu fasses trop d'argent. Faut que tu restes dans le strat du milieu puis que tu réussisses pas trop. Je suis allé dans une convention avec Martin, mon collègue à Nashville, puis c'est des Américains, c'est Preacher, ici, puis là, ça présente ça, puis le gars, il présente, puis il dit, moi, j'ai parti une compagnie, puis je fais des millions, puis tout le kit. Et à la fin de sa présentation, il dit, maintenant, je peux vivre la vie que je veux. Puis là, il passe des slides, puis c'est juste lui, en chess, il est tout musclé, il est à côté de sa Ferrari, il est dans son manoir, tout. Puis là, le monde dans la salle, ça hurle, ça crie, tout le kit. Là, j'étais là, hey, t'imagines-tu faire ça au palais des congrès, toi? Le monde. T'as aucune chance. Mais qu'est-ce qu'il fait en chess sur sa Ferrari, tu sais? Fait que... Mais il y a un entre-deux. Tu es d'accord avec ça qu'il y a l'entre-deux? Tu peux viser haut, tu peux même être fringant. Tu sais, moi, la journée, et tout le monde pense que je suis matérialiste. Mettons, je veux me payer telle sorte de char. Okay? Je tripe sur une moto, mettons. Je veux une moto. Je tripe sur la moto, je la veux. Puis quand je l'ai, je suis content. Je fais « Ah, yeah, j'ai eu ma moto. » Mais je peux-tu dire, je te le jure, j'ai du monde qui m'ont écrit en me disant « C'est quoi, t'es obligé de te vanter que t'as une moto? » Il y a des gens qui m'écrivaient ça en privé. Hey, c'est pas tout le monde qui peut se la payer. Puis j'ai fait, Chris, c'est 11 000 $ la tabarnak de moto. Ah, si, c'est pas une Ferrari. C'est une moto Triomphe à 11 000 $. Voyons donc. Je suis conscient que je suis pas là à flasher mes affaires. C'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que tu peux travailler, te payer ça et être fier de ce que tu as fait. Mon père a travaillé 30 ans comme représentant sur la route dans le domaine de la construction. Il vendait du plywood, du Jeep Rock, du Bardo à des entrepreneurs. Puis, il se promenait, il voulait une BM. Il m'a dit qu'il aimerait ça avoir une BM. Je dis, mais j'achète une BM, père? Il dit, je peux pas. Je dis, comment ça, tu peux pas? Il dit, mes clients, c'est les chantiers de construction, ils vont me juger. J'étais comme, ouais, mais Pat, un Ford Explorer de 75 000 $. Je veux dire, tu peux avoir. Oui, mais c'est pas ça. C'est un Ford, c'est pas la même affaire. J'étais là, OK, mais. Puis là, tu sais, il m'expliquait la mentalité. Les gars de construction, ils se promènent en pick-up à 100 000. Mais ils vont juger quelqu'un qui a une BM à 60 000 $. Ouais. Puis effectivement, que c'est ben, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt que en ce moment, il y a des gens qui sont comme, tu sais, nous autres, on a du succès, ça roule bien, tout le kit, mais on dirait que dans la période de pandémie, il faut se garder une petite gêne, tu sais. Ouais. Tu sais, j'arriverais pas en ce moment et dire au monde, ben, tu sais, c'est pas une réalité, là, j'ai pas explosé mes revenus depuis que la crise. J'ai perdu des revenus, mais je suis vraiment moins pire que beaucoup de gens. Ben oui. Puis tu as réussi ton entreprise a survécu. Bravo. Je vois même pas pourquoi tu devrais te sentir mal. Il faut changer cette philosophie-là. Pas parce que ta business roule que tu es un crosseur. Il faut que les gens fassent la différence. Mon père m'a dit la même chose que toi. Mon père rêve d'avoir un camion BMW. Il en rêve depuis des années. Chaque fois qu'il va passer, il fait « Mon Dieu, je trouve ça beau. À ma retraite, je me le payerai. » Puis la fois, je fais « Papa, voyons donc. Même chose que toi, mon père a un pick-up. Puis du jour, mes clients, si j'arrive avec ça, ils vont me trouver fraîchier. Et je te le jure, attends, là, je dis, OK, paye-toi pour les fins de semaine avec maman. Juste, crime, tu as travaillé toute ta vie, tu t'es privé, tu as 5 enfants, permets-toi-le. Permets-toi-le, même si c'est juste du matériel. Vis pas pour ça, mais en même temps, garde-toi. Mon père est arrivé, je te le jure, il est allé s'acheter un camion. Je te le jure, c'est la tête de mes enfants. Il est allé s'acheter un camion BMW, usagé, chez un dealer à bon prix. Il est revenu chez nous, ma mère a dit, ben là, voyons donc, tout le monde au village va dire qu'on est des fendants. On a l'air des trous de cul là-dedans. Mon père, il est reparti la tête basse en disant, ah, je le savais. Ben, crème, il est allé leur vendre. Il est allé leur vendre parce qu'il avait honte. Puis moi, je suis comme, non. Ça, c'est la génération qui se sont fait taper dessus justement parce qu'il y avait une génération de cheap labor. Ça a été ça pendant longtemps. Né pour un petit pain. Ce que tu racontes pas, c'est que c'est ton gars qui a racheté à la moitié du prix. Je serais tellement fier de lui. Pas parce que c'est une BM, parce que je sais que c'est juste du matériel. Puis il faut que les gens voient la différence. Il y a vraiment une différence entre vouloir flasher son argent, je déteste le monde qui font ça, et travailler fort pour son argent et bien vivre. Entre les deux, là, il y a un monde incroyable. Et c'est pour ça que j'espère qu'on va aller vers un capitalisme social et non un capitalisme sauvage. Parce que je crois qu'en ce moment, on est victime d'un gros capitalisme sauvage et on voit là, tout s'écroule. Mais avec un capitalisme social, moi, ça n'a pas pris 2 secondes, mon gars. Puis tu le sais, quand j'ai posté comme quoi le Viridi avait besoin d'encouragement, écoute, le lendemain, j'ai juste écrit, écoutez, ma blonde se lève depuis des mois pour ce café. C'est son rêve depuis des années. Ça fait des mois qu'elle travaille là-dessus. Puis malheureusement, on a un enfant malade qui est arrivé dans le portrait et il a fallu que j'annule tous mes projets.
on sera pas du genre à faire un souper spaghetti pour ramasser des fonds. Puis quoi que j'ai beaucoup de respect pour les familles d'enfants malades qui font ça, je comprends les gens qui sont. Mais nous, ça va être vers nos business qu'on va demander de la solidarité. Si tu veux acheter ce que je vends, ben regarde, voici ce que je vends. Et ça donnerait un coup de main à une famille québécoise qui travaille fort depuis 10 ans. Et la réponse a été là automatiquement. Ma blonde a monté un site avec sa partenaire. Ils ont vendu de la merch. Puis ils font pas des millions de dollars, mais ça leur permet de ne pas perdre le building où ils sont, de rembourser les prêts bancaires qu'ils ont. Parce que acheter une machine à café, tu sais combien ça coûte? Tu sais, parce que tu en as vu plein de jeunes entrepreneurs, tu donnes des conférences pour eux. Tu sais, c'est pas loin de 50 000 $, une grosse machine à café, là. Le monde ne réalise pas, tu sais, les gens ne réalisent pas toute la pression, tu sais, de partir entrepreneur. Des fois, tu te poses la question, tu sais, justement, là, tu sais, Léa, qui ta blonde, là, tu sais, à tous les mois, c'est de dire le prêt, le loyer, la machine, le ci, pas ça rentrer. Moi, je niaise tout le temps avec ça. Je dis toujours, le mois, il commence, ting, le meter vient de tomber à moins 40 000. Là, c'est comme, OK, let's go, on part. Puis, si on fait 40 000 et 2, ben, 2 piastres de profit. Mais... Puis même encore, ton 2 piastres de profit, tu sais comme moi, je sais pas si tu dois être business, moi je reçois 2 piastres, puis je fais non, j'ai 35 cents de profit. Parce que le restant, il faut que je commence tout de suite, j'ai un autre 40 000 qui vient de commencer. J'ai un chum, une connaissance, c'est pas un chum, j'ai une connaissance, une fois je parlais avec une semaine avant que toute cette marde-là nous tombe sur la tête. Le gars, il vient d'ouvrir un centre de tatouage avec sa blonde, tu sais. Puis il disait, on a tellement tout mis là-dedans qu'à la journée de notre lancement, on avait 12 piastres dans le compte entreprise. Puis que tu fais, chérie, là, on s'est mis all-in. Ça, c'est se mettre all-in. C'est ce que je rêve de faire depuis des années. Ils avaient économisé beaucoup d'argent. Ils ont tout rénové le building à eux autres. Tu sais, ils ont mis des dizaines de milliers de dollars là-dedans. Là. Puis ils sont arrivés au bout de la ligne, puis ils ont payé le traiteur, puis il dit, j'ai regardé dans le compte, je l'ai montré à ma blonde le soir en conception, on a 12 piastres. Le magasin ouvre demain. Let's go, on a un deal parce que justement, on a 13 000 $ de paiement, on a un mois trouvé ça, let's go. C'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des défis de même, puis qui sert des réseaux sociaux, puis qui réussit à grossir son entreprise. Ben lui, aujourd'hui, il est fermé. Ben crime, ça n'a pas pris 24 heures, j'étais sur ses réseaux sociaux, et c'est parti une shop en ligne avec des cartes cadeaux, des chandails, des tucs, des bas. Puis, hey, c'est un tattoo shop. Ben oui, ils ont brandé, ils savent dessiner, ils ont des contacts là-dedans, go. Ils ont tout de suite tout commandé, puis là, pour sauver de l'argent, ils allaient le livrer en char eux-mêmes. C'est ça, des entrepreneurs. C'est pas un fraîchi en BMW qui a eu tout cru dans la gueule. Il y a une grosse différence, tu sais. Ouais, ça, c'est un parvenu, ça. C'est un mange-marde. On va y dire vraies affaires. Je suis pas télé en ce moment. C'est un petit mange-marde. Puis, mais là, toi, là, on jase, c'est le fun, tout ça, mais concrètement, t'as fait quoi, là? Rendu là, je veux dire, tes shows sont annulés. Ouais. Là, la radio, moi, j'écoute pas la radio, désolé, mais t'étais-tu encore à radio, ton contrat de radio? Non, moi, j'avais terminé mon contrat de radio. Il me restait 1 an de contrat radio, mais le 21 juin, j'étais parti. Ironie du sort, j'avais donné ma démission en disant « Hey, ça fait 3 ans que je me lève le matin, justement à 3h30. J'arrive chez nous à 11h, après les meetings. Ma journée commence parce que j'ai des chroniques ou des trucs à écrire pour la télé. Des fois, j'ai un tournage dans l'après-midi. Je reviens chez nous, il est 7h, il faut que je sois à l'aréna parce que je coach une petite équipe de hockey qui était les Blackhawks. Fait que je retournais coacher mes petits gars. Je revenais chez nous. Les writers m'avaient renvoyé des jokes que je remettais dans mon texte. Il était rendu 11h30. Je me relevais à 3h30 puis ma blonde est en train de travailler pour s'ouvrir un café. Puis j'ai dit, Léa, on n'y arrivera pas. Là, en ce moment, je travaille mal. Je travaille trop pour peu. Et en ce moment, je sens que je vais péter aux frettes à 45 ans, puis c'est pas ça que je veux. J'ai appelé mon boss, j'ai dit, je suis plus heureux, c'est plus ça que je veux. Puis il a fait, hey Joe, il n'y a pas de trouble, on veut pas te brûler. Fait que le 21 juin, je suis parti. Et le déclic, ça a été un matin où je déjeunais avec mes kids. Et ma blonde était partie pour des rénaux de café, là, pour quelque chose de même. Et j'étais toute seule pour la première fois avec eux, une pédagogique, je travaillais pas. Fait que je dis, hey cool, je vais pouvoir déjeuner avec mes 2 enfants. Ça fait 3 ans que j'ai pas eu ça. Parce que la fin de semaine, quand tu fais de la radio, tu te lèves à 3h30, je te le dis, tu te lèves pas à 7h de déjeuner, tu t'en profites pour dormir. Et ma blonde était cool, elle me laissait dormir. Donc, je suis là, je suis en train de nourrir Jules, le tout petit que vous avez vu tantôt. Je suis en train de le nourrir et il crache tout le temps sa bouffe. Et je suis comme, Jules, on crache pas, on mange. Papa t'a préparé quelque chose. Puis, j'élève mon enfant à pas cracher sa bouffe. Et c'est mon plus vieux il venait d'avoir 10 ans ou il avait 9 ans dans ce temps-là. Il me dit, ben papa, il aime pas les œufs. Et là, je vais être ouch. Aïe aïe. Aïe aïe, mon bébé de 1 an et cuc, j'avais oublié parce que je travaille trop. Fait que j'ai fait, OK, j'ai appelé mon gérant, j'ai dit, c'est fini à la radio, je travaille trop. Je veux voir mes enfants. Et j'ai fait quelques mois avec mes enfants, mais j'avais placé mes pions d'avance. Je m'étais préparé un one-man show
Je voulais sortir un autre livre. J'avais comme 3-4 pions déjà d'avancée. Plus il y avait le café, puis j'ai dit à Léa, ça fait 8 ans que tu me regardes réaliser mes rêves, c'est à ton tour. Je vais rester à la maison, c'est toi qui vas être l'entrepreneur, c'est toi qui vas aller bûcher. Je vais travailler du 40 heures semaine et m'occuper des enfants. Et bang, la maladie nous est tombée dessus. Fait que tu sais, ça a été un asti de concours de circonstances de marde. Et puis, je me suis reviré de bord. J'ai appelé mon gérant quand on a su que le jeudi, le confinement était appelé. Et le jeudi soir, on me confirmait que tous mes shows n'étaient pas annulés, mais les 2 premiers mois étaient reportés. Donc, les gens peuvent garder leur billet. On va les contacter, leur donner une autre date. Et j'avais un tournage je commençais les shows le dimanche. Imagine, j'étais en spectacle le dimanche soir devant 1000 personnes. Et bien, le jeudi soir, on m'a dit « Il n'y a plus de show, mon chum, c'est fini. » Je commençais le rodage de mon one-man show. Ça faisait 5-6 mois que je vivais sur mes économies seulement parce qu'on avait tout mis dans le café. Et j'avais un beau coussin de 6 mois comme travailleur autonome. Mais tu sais, comme moi, ça part vite. Là. Tu parlais de paiement tantôt. Là, quand tu as une maison, deux camions, une moto. mais tu sais, tout ça part vite. Et c'était priorité, plus le travail ni l'argent. La priorité était la santé de Xavier. Donc là, je me suis retrouvé avec plus rien. Un compte en banque vraiment maigre pour quelqu'un qui a une aussi belle carrière. Et puis là, j'ai dit à ma blonde, bon, on fait quoi là? Je dis, mes billets sont vendus, mais je ne peux pas prendre l'argent. C'est les salles de spectacle qui l'ont, ce qui est normal. Mon spectacle n'a pas été donné. On fait quoi? C'est quoi la solution? Et puis, on a paniqué, comme je t'ai dit, 24 heures. Puis après ça, j'ai appelé mon gérant. J'ai dit, mon tournage est annulé. Puis fait mauvaise nouvelle. Le lundi, moi, je commençais une série télé que je vais animer éventuellement. Ils ont tiré à plat dessus. Fait que quand tu es travailleur autonome, là, tu fais, hey, ça, c'est un contrat de 22 000. Ça, c'est un contrat de 12. Ça, c'est un contrat de 6. Ça, c'était mes 3 prochains contrats. Les 3 viennent de tomber. Ma tournée est annulée. Mes corpos sont annulés. Tout est annulé. Fait que j'ai dit, on fait quoi? Et j'avais des contrats en négociation pour faire des pubs télé. Fait que je me suis reviré de bord puis je leur ai dit, hey, du contenu web, ça vous tente-tu? Puis là, ils ont fait intéressant. Fait que j'ai trouvé des solutions en disant, hey, pour le tiers de ton budget, je te fais la même chose, mais sur le web. Fait que j'ai plugué des entreprises au lieu de faire leur pub télé ou des gros événements, parce que les gros événements ont été annulés. Fait que j'ai réussi à avoir ça. Il y a d'autres projets que j'ai pas le droit de dire parce que le nom n'est pas signé, parce que je peux pas aller dans leur bureau, mais on a un handshake. J'ai des beaux projets qui existaient avant qu'on va remettre à la télé. Fait que j'ai eu des rediffusions qui m'ont sauvé le cul. Sinon, moi, je sais pas ce que j'aurais fait, mon gars, là. PCU, puis that's it. Qu'est-ce que je fasse? Ma blonde, il a fallu qu'elle se slack de son entreprise. Vous connaissez la gamique, elle n'a pas le choix. Sinon, elle fermait, elle mettait la clé dans la porte. Fait que le Viri du café, il a slacké ses employés. Et puis, Léa s'est mis... Ça fait pas longtemps, là. Je pense que ça a ouvert dans le coin de la Saint-Valentin, là. Non, nous, elle avait officiellement ouvert 1er novembre. Mais tu sais, c'était un slow start. Les filles voulaient slow start, grow fast, tu sais. Fait qu'un slow start, puis après ça, boum, tu sais, ça explose. Mais imagine, le 1er novembre, on fait son ouverture. Les clients rentrent, là, ça roule au bout. Je suis vraiment fier de elle et Audrey. Ils ont fait un magnifique travail avec ce projet-là. Et le 22 novembre, je l'appelle, ça fait 3 semaines, là. Je l'appelle de l'hôpital pour lui dire que notre gars, il a une tumeur au cerveau, là. Fait qu'il faut qu'elle travaille, puis je peux plus travailler. Là, il va comment, ton gars? C'est drôle qu'on en parle là, parce que hier, on a su que officiellement, il n'y a plus de cancer dans sa tête. Yeah. On est allé faire les tests. Ouais, je suis braillé ma vie, moi, hier, dans un hôpital avec mon ex, parce qu'on est arrivé, puis étant donné que c'est quand même assez grave comme cancer, on était dans les seuls dans l'hôpital qui avaient le droit d'avoir les 2 parents, parce que tu as le droit juste à un parent en ce moment. Étant donné que c'est Charles Bruno, il y a beaucoup d'enfants très, très, très malades. Il ne faut pas rentrer la COVID là-dedans. Ils n'ont plus beaucoup de système immunitaire, ces pauvres enfants-là. Donc, on est allé, puis ils nous ont fait passer par un autre chemin. On a rencontré le docteur et ils nous ont assis dans la pièce en disant, ben, bonne nouvelle, on vient de passer le IRM, les scans, il n'y a plus aucune trace. Ils nous ont montré les images, il n'y a plus rien. Donc, il est officiellement changé de track. Ça veut dire que là, il y a encore le cancer, mais étant donné qu'il n'y a plus de trace du cancer, on le met sur la track de la rémission. Dans 2 ans, on va avoir le droit de dire qu'il est en rémission. Fait que ça a été un guerrier, mon gars, là. Lui, quand tout le monde le félicitait, « Hey, t'es fort, Xavier, t'es fort, bravo, t'es un vrai guerrier », il répondait à tout le monde, « Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que je me laisse mourir? » Il a dit ça à mon père. Mon père disait, hey, « Je suis fier de toi, mon homme. » Il l'a appelé de m'amener, puis mon père était très ému. Puis il fait un beau speech que même moi, je pense que j'ai jamais eu dans ma vie de la part de mon père. Puis je suis dans le char, ça me touche beaucoup. Puis il finit avec un petit, tu sais, un grand papa avec le trémolo dans la voix qui fait, hey,
Mon petit Xavier, je t'aime beaucoup, là. Puis juste te dire, je suis fier de tout, de toi, de comment tu as réagi dans tout ça, l'opération. Tu t'es tenu droit, puis tu as parlé de tes émotions, puis t'es fort. Puis là, Xavier, comme si tu aurais dit, ben merci, grand-père. Fait qu'on raccroche, puis Xavier me dit, hey, c'est-tu drôle, hein, tout le monde qui dit que je suis fort. Puis je dis, ben non, Xavier, t'es fort. C'est pas tout le monde qui a une tumeur au cerveau qui se fait ouvrir le crâne pendant 16 heures pour enlever de quoi gros comme un avocat, puis qui remarche 2 jours après. Parce qu'il avait donné 10 jours, puis mon fils a dit non, 2 jours après, je suis debout. Fait que j'ai une vidéo là, de lui qui essaie de s'asseoir, puis il fait juste crier parce que ça lui fait mal. Puis j'étais reste couché, puis il était non, il a une tête de cochon comme moi, puis c'était non. Il me donne une semaine, je vais le faire en 2 jours. Ils ont dit ça va prendre 5 mois avant que tu puisses patiner. Ça a pris 1 mois, il patinait. Tu sais, c'est un petit warrior, tu sais. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me laisse mourir? C'est ça que les gens qui ont le cancer font, pas? Je dis, ben non, mais tu voulais que je fasse quoi? Que je refuse l'opération? C'est soit ça ou je meurs dans 10 jours. Je suis pas fort. Tout le monde aurait fait ça. Puis j'étais comme, juste de dire ça. Ouais. Ça prouve que t'es. Fait qu'il est comme devenu mon modèle dans tout ça de faire fuck l'argent, fuck la business, fuck tout. Ce qui compte, c'est la famille. Puis j'ai dit, allez, veux-tu qu'on vende la maison? Veux-tu qu'on s'achète plus petit? Veux-tu qu'on vende un des 2 chars? Il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et puis, moi, j'avais un podcast qui dormait dans un bureau. Fait que j'ai dit, je fais quoi, moi, avec ce podcast-là? Écoute, on va faire du montage. On va garder ce qui est crunchy. Puis ce que je fais, c'est que je vends la version intégrale du podcast 3$, ce qui est vraiment pas cher. 3$ par mois, tu as les 2 podcasts au complet qui durent, mettons, 1h30, 2 heures, au lieu de le 60 minutes que je donne gratuit à tout le monde. Sur toutes les plateformes, il est gratuit. Si tu veux du plus, puis du crunchy, puis des affaires un peu plus trash, puis plus d'humour, tu payes 3$ par mois. C'est rien, 3$ par mois. T'es sur quelle plateforme? Patreon? Patreon. Ouais. On s'est starté ça pour le fun. Bon, on n'a pas beaucoup de monde. Je pense qu'on a une centaine de personnes, mais ça paye le stock, ça paye le micro, ça paye les cossins en attendant. Ouais. Puis je me suis dit, tu sais, si je réussis à avoir 5000 personnes d'ici 1 an ou 2, ça va être 15 000$ par mois qui va rentrer, puis que je vais pouvoir payer les techniciens qui font tout ça. Puis, des fois, c'est juste une question d'être en mouvement aussi. Là. Même si ça ne rapporte pas nécessairement d'argent, c'est juste de dire, c'est comme faire du bicycle. C'est ça. Plus tough. Là, au moins, on avance, puis j'ai le sentiment que un 300$ là, un 200$ là, un 800$ à une autre place, on va accumuler tout ensemble, ça donne un résultat final qui est intéressant. Puis, il s'appelle comment ton podcast? Le pack-sac. On a pris le pack-sac comme un petit sac à dos. Là, on a pris le concept d'une école. On a commencé ça, tu vois, le 21 novembre. Jusqu'à tantôt, je te parlais de timing de marde. Là. Je lançais ça le 21 novembre. Le 22, j'apprenais que mon gars était malade. Et à 2 minutes, le 22, c'était ma tournée promotionnelle pour annoncer mon one-man show. Fait que moi, la journée que j'ai appris que mon gars était malade, je l'ai appris à 5h30 le soir. Je venais de faire une journée de promo en disant à tout le monde que je partais en tournée avec mon one-man show. Wow. C'était parti, Journal de Montréal, tous les médias que j'avais rencontrés, pris les photos, tout. Et le soir même, quand je l'ai appris, j'ai paniqué. J'ai appelé mon gérant. J'ai dit, OK, t'annules tout. Puis t'étais sûr? J'étais, oui, mon gars, quand il est malade, il peut mourir. Je m'occupe de mon gars. J'ai de l'argent de côté, tout est correct. Et c'est 2 jours après, quand je te dis que mon père est mon mentor, mon père est assis dans la chambre d'hôpital, il finissait le pudding au riz à mon gars, bien tranquille, assis en regardant RDS. Puis il m'a dit, puis toi, tu vas faire quoi, là? Je dis, de quoi je vais faire quoi? Tu fais quoi de tout ça, là? Je dis, je m'occupe de Xavier. Il dit, tu vas tout lâcher, là. Vous allez lâcher vos business. Joël Léa va vendre ses parts du café, puis on va s'occuper du petit. Puis il y a eu un silence, un regard de t'es bien niaiseux, le tabarnak. Puis il a fait, attends une minute, ça fait 10 ans que vous bâtissez ça, puis là, vous lâchez tout, là. Tu fais, papa, il faut que je m'en occupe. Il dit, très bonne idée, ça va tout le temps que tu veux faire une dépression chez vous. De quoi tu parles? Il dit, mais t'es workaholic, t'as toujours travaillé 5 à 7 jours semaine, ta blonde aussi. Là, vous allez arrêter ça. Pour faire quoi? Réfléchir du matin au soir que votre enfant est malade dans un lit d'hôpital. Puis vous êtes là à dire de ne pas abandonner, puis vous autres, vous abandonnez toutes. Oui, effectivement. Puis en même temps, je veux dire, c'est bien plate à dire, mais tu mets une pression sur le kid qui est épouvantable. Là. On a tout lâché pour toi. Puis là, on est là, puis... Ah ouais. Mon père m'a pris dans le corridor, puis il fait, ton gars, tu penses qu'il se sent comment, là? Je dis, quoi, il se sent comment? Hey, il voit son père abandonner son one-man show quand tu viens de l'annoncer partout à TV, puis partout, là. Ouais. Tu lui dis quoi à lui? T'as pas le choix de guérir Chris? Eh non, tu fais pas ça. Fait que là, je suis rentré dans la chambre, j'ai dit, hey, je t'ai dit, j'ai pas annulé le one-man show, finalement. Puis non, OK, phew. Je suis content parce que t'as travaillé fort pour ça, puis je sais que ça fait des années que tu veux le faire. Puis je dis, oui, tout ça est fait, mon gars, là. Puis tu vois, Léa, je viens de se parler, puis on vendra pas le Viridiy, là. Elle vendra pas le Viridiy à Audrey, puis OK, une chance, là.
Puis je me disais, si, je l'ai vu dans sa face. Mon père a pas toujours raison, mais des fois, il m'amène à quelque part que je pensais pas du tout. Que sur le coup, ton instinct de parent, c'est de faire, si, je lâche tout Ouais, c'est clair. pour m'occuper. C'est ça. Tout le monde penserait à ça. Puis la chose à faire, c'est ne pas arrêter. Parce que justement, tu dis quoi à ton enfant sinon? S'il m'avait dit, il reste 5 jours à ton enfant, on l'envoie en soins palliatifs, si, je te garantis que j'annule tout. Je m'en vais finir les derniers jours à mon gars aux soins palliatifs avec lui. Mais là, on me dit, il reste 10 jours. Fait que c'est quand même le double du temps, il faut que je travaille un peu. Non, c'est pas vrai. Il me dit, il reste 10 jours, mais il est opérable. On va lui sauver la vie. On va l'opérer, on va y enlever la tumeur. Fait que là, tu fais, OK, puis après la tumeur, ben, on va voir, Joe, on va voir si c'est un cancer ou pas. Fait que, tu sais, il faut que votre vie continue, là. Ouais, ben c'est parce que t'es pas mieux si t'ajoutes des problèmes financiers dans toute cette histoire-là. Si je veux dire, rendu là, tu survis plus pantoute. Ben moi, malheureusement, étant donné que les premiers 24-48 heures, j'ai paniqué, puis je disais à mon gérant de tout annuler, et malheureusement, j'ai perdu beaucoup de contrats, tu sais. Moi, c'est le temps des fêtes qui s'en venait. Le temps des fêtes, pour un humoriste, c'est les corpos. Ouais. Ils sont pas super le fun à faire, mais ils sont bien payants. Ouais. T'es tout seul sur une scène, ça va faire 2500$. Ben là, je dis 2500, ça dépend. Des fois, ça peut être 800, des fois, ça dépend le nombre de minutes que tu fais. Si ça va faire 1 heure, puis tu as un beau montant, dépendant de ta carrière, mais là, tu n'es pas en tournée, tu n'as pas les techniciens à payer, tu n'as pas les chambres d'hôtel, tu n'as pas les restaurants. C'est le moment dans l'année où les humoristes, qui sont pas Martin Matt et Louis-José Hood, qui sont en bas de tout ça, font quand même un bon cachet. T'sais. Fait qu'il a fallu, tous les shows du temps des fêtes ont été annulés. Fait que là, t'es rappelé, on a engagé quelqu'un d'autre. Je sais pas si t'as remarqué, il y a beaucoup d'humoristes au Québec. Là. Ouais. Ouais, on a toute une petite gang. Fait que souvent, quand tu annules, ben, ça prend pas 10 minutes. Ils ont appelé une autre boîte puis ils ont trouvé un autre humoriste qui aime bien, tu sais. Donc, c'est ça. Ben, c'est. Non, mais c'est drôle parce que j'ai animé il y a 2 ans, grâce à mon collègue Alex, un party de Noël. Exactement. Okay. Il faisait de l'animation, tout ça, puis j'y avais dit, ça serait le fun si on en fasse ensemble. Moi, là, on va ramasser, on va splitter le chèque à 2. Tu vois, Grim m'a parlé devant le monde. Finalement, c'est pas pire. Ouais, ben c'est parce que c'est le bout que t'avais pas pris. Moi, dans ma tête, à moi, c'était lui qui animait, puis moi, j'étais là en soutien. Fait que là, on arrive là, il me donne le micro. Là, il me dit, ben, go, vas-y. Puis là, j'étais comme, t'es pas sérieux ici. Fait que là, j'anime ça. Puis effectivement, tu sais, c'est quand même payant. C'est pas nécessairement le fun, là. Parce que là, le monde veille chaud, puis tout le kit. Puis à la fin, ils nous ont rebooké pour l'année d'après. Puis là, moi, j'ai dit à Alex, j'ai dit, non. Je peux pas, je suis pas disponible. Je suis pas disponible. Je le sais que je serai pas libre. Moi aussi, un des pires que j'ai déjà fait, là, on passera à l'autre question après, mais ça va faire rire le monde. Là. Un des pires que j'ai fait, on me dit, Jonathan, c'est pour venir en aide aux familles d'accueil Montréal-Nord, quelque chose comme ça. Puis je fais, hey, ça me fait plaisir. Puis là, il m'a offert un cachet. Puis je dis, quoi, pogne le cachet, coupe-le en deux, puis mets ça dans la fondation. Puis l'autre, ben, ça me paye parce que j'ai travaillé, tu sais. Donc, je me pointe là. Et je vais voir le gars de son, puis je dis, hey, j'ai un petit walk-in. Fait que le gars, quand il va me présenter, part telle chanson, parce que ça fait avec mon histoire. Tu sais, je m'en vais faire une anecdote que je me suis fait quasiment kidnapper au Mexique. Là, il fait, OK, cool. Fait qu'il dit, c'est quoi un walk-in? Ah, c'est ma musique sur laquelle je vais entrer. Ah, OK, parfait. Et là, il me dit, la loge est en haut, où est-ce qu'il y a des escaliers là. C'est une grande salle de réception. Tu sais, le dance floor avec toutes les tables rondes autour, là. Et dans le fond, il y a des escaliers. Fait que je crime. Ça va être long de descendre ça avec la musique. Ah, regarde, ça va être ça. C'est un corpo, puis c'est pour une bonne cause. Le gars me présente en disant je vais taire le nom de l'artiste parce qu'il est quand même très connu, puis il a le droit de ne pas savoir je suis qui. Surtout à cette époque-là, je n'étais pas vraiment top connu. Là. C'est dans le temps de contrat de gars, fait que ça se peut que ça ne sache pas je suis qui, tu sais. Mais la personne très connue lit le carton et dit hey, on a un humoriste. Et là, tu vois, là, tout le monde fait ah, yeah, un humoriste. Puis là, ben, ils sont déçus parce que c'était pas Rachid Badouri ou Louis-José Hood parce qu'ils pensent que ces gars-là font des soupers spaghettis. T'sais. Fait que là, ils font on a Jonathan Laberge, Jonathan, un humoriste. Et là, je descends les escaliers et le gars n'a jamais parti ma musique. Fait que moi, là, mon corpo a commencé sur moi qui descends des marches en silence, sur pas beaucoup d'applaudissements, pour arriver sur un dance floor beaucoup trop ciré. Et là, je marchais et j'avais du monde jusqu'en arrière de moi parce que, tu sais, il y a des tables tout le tour, là. Fait que là, tu fais une joke puis dis-toi que le tiers t'a pas vu la face qui va avec. Fait que là, tu joues à l'inverse. Le timing est de la merde. Et culturellement parlant, ça se peut très bien que des gens de 65 ans à Montréal-Nord, d'origine haïtienne, en aient rien à chier de mon humour, tu comprends? Je ne suis pas le gars que ça... Je ne ferai pas de blagues sur le fait que mon père est immigrant. Hostie, j'en ai pas des jokes de même. Ma réalité n'est pas la vôtre. Dans ce temps-là, j'étais un semi-hippie avec des dreads qui fait le tour du monde, Chris. C'est sûr que je te parle pas à toi
Marco Dieudonné, esti. Fait que ça a pourri pendant 45 minutes, puis j'avais dit à mon gérant, plus jamais je fais de tabarnak de corpo. Puis là, il m'avait rappelé quand j'étais plus connu, il m'avait dit, hey Joe, corpo, je sais que t'aimes pas ça, mais attends, là, c'est telle boîte, puis il t'offre tant. Et c'est là que j'ai fait, OK, quand t'es rendu connu, tu peux charger la totale. Ça reste le même monde. Ça reste du monde pacté dans un party de Noël qui se calisse de toi. Mais là, à ce prix-là, ils peuvent s'en calisser. Mon gars, je fais l'aller-retour comme ils veulent. Je leur raconte ce qu'ils veulent, puis je décalisse. J'adore ça. Ben, tu sais, ça, c'est tout ce que t'as manqué dans le temps des fêtes. C'est tout ce que j'ai manqué. Fait que je suis arrivé avec un gros trou. Pour vrai, en janvier, quand tu fais « Hey boy, j'ai pas mon budget de... » Les comptes, ils continuent à rentrer. Eux autres, ils attendent pas, là. Puis à tous les jours à l'hôpital, je sais pas si combien ça coûte un parking d'hôpital, mais... heureusement, je touche du bois, heureusement, non. Je te le souhaite. Elle coûte 30-40$ la journée quand tu es là tous les jours, puis des fois dans 2 hôpitaux, puis que là, ça te coûte 80$ de parking en une journée parce que tu as fait 3 hôpitaux pour des rendez-vous. Et que là, au bout de la ligne, tu fais aïe, ça m'a coûté le double de mon hypothèque juste en parking pas en gaz ce mois-ci. Il va falloir qu'une année, si ça coule d'un bord, ça rentre de l'autre. Là. Ah, c'est clair. C'est clair. Là, j'ai pas nécessairement de questions du public. C'est juste le fun. On jase. Envoyez n'importe quoi comme question. Go, go, go. Vous pouvez poser des questions comme vous voulez. Moi, j'avais quelques petits points encore à couvrir avec toi. Je voulais qu'on prenne le temps de parler d'Alex Vell. Alexander Vell, oui. Tu veux que je l'appelle Alex, c'est mon grand chum, Alex. Ton grand chum, Alexander Vell. Alexander Vell, si tu veux, je pense que ça vaut la peine. On va profiter de la tribune pareil pour parler de la Fondation Sainte-Justine. Oui, totalement. Ce qui se passe avec la COVID, on parlait d'entreprises qui, depuis 6 semaines, perdent beaucoup d'argent, mais il ne faut pas perdre aussi... il faut réaliser aussi que toutes les fondations qui vivent avec les dons des gens en ce moment ne peuvent pas tenir d'événements. La Fondation Sainte-Justine, elle organise un bal, elle organise des tournois de golf, elle organise plein d'événements, et avec tous ces sous-là additionnés ensemble, ils ont un beau gros compte de banque avec vos dons, puis avec ces dons-là, ça s'en va tout. Il n'y a personne qui se paye une Cadillac ou une BMW avec ça. Là. Non, ils payent des laboratoires pour faire des recherches. Ils partent des protocoles de recherche pour sauver des enfants malades. Et c'est ce qui fait que dans les 20 dernières années, il y a eu un progrès incroyable. Moi, on me l'a dit, si ça n'avait pas été de la recherche, ton fils, il n'a même pas 10, peut-être 12 ans, il ne survit pas, tu comprends? Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ce type de maladie-là. J'ai déjà expliqué dans une vidéo, la pire chose qu'un être humain peut se faire dire dans sa vie, c'est que son fils a un cancer du cerveau et qu'il reste quelques jours à vivre. J'ai pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais tu as garanti que ça doit faire à peu près sensiblement la même chose dans ton cœur de père. Puis, la seule chose qui a été un baume ou un plaster, c'est Alexander Vell, le neurochirurgien qui a sauvé la vie de mon fils, qui est rentré dans la pièce en disant « Il y a des solutions. Je comprends ta peine, je comprends ta panique, je comprends tout ça. Mais écoute-moi, puis il me ramenait à l'ordre en faisant « Je vais lui sauver la vie parce qu'il y a des solutions. » Puis, une moment donné, j'ai fait « Man, t'es un dieu. » Il dit « Non, je suis pas un dieu. C'est parce qu'il y a des recherches. Moi, j'applique les recherches qui sont faites. » Et l'autre jour, j'ai parlé avec les gens de la Fondation, puis ils me disaient « Il va falloir fermer des laboratoires. » Puis tu sais, pardon? Et là, j'ai lu des articles qui racontaient que c'est carrément les laboratoires de recherche qui sont mis en danger en ce moment. Et ces mêmes laboratoires-là, gang, c'est pas juste pour les enfants malades, c'est pour le cancer en général, c'est pour guérir des gens. Les découvertes qu'on fait dans ces laboratoires-là, c'est aussi pas juste les découvertes, mais les recherches sont aussi en ce moment pour la COVID, trouver des solutions pour la COVID. Autant pour la COVID, pour quelqu'un qui a le cancer, pour quelqu'un qui a la leucémie, puis il y a 1001 maladies, tu sais. Et on ne peut pas se permettre comme société de fermer ça. Mais non. C'est plus qu'essentiel. Donc, ça fonctionne 100% avec les dons des gens. Et là, moi, je me suis dit, ce qui a sauvé la vie de mon fils, c'est la recherche. Donc, je me suis dit, je vais me donner corps et âme avec Alexander Vell, qui soutient la fondation, puis je vais donner toute ma visibilité que j'ai sur les réseaux sociaux. À chaque fois que je vais parler en disant au monde, je sais que c'est pas tout le monde qui a de l'argent en ce moment, mais 5, 10, 15, 20 piastres, t'as pas idée si tout le monde le fait, comment on peut se permettre de garder ces laboratoires-là ouverts et continuer la recherche, puis trouver des solutions. Moi, j'ai un cousin qui est décédé d'une leucémie au début des années 2000, puis j'en parlais avec mon père hier. Aujourd'hui, sans dire que c'est a walk in the park, là, c'est vraiment pas ça que je vais dire, je me ferai arracher la tête par des parents que leurs enfants sont malades, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus la même chose. Aujourd'hui, le même diagnostic à mon cousin il y a 20 ans,
Aujourd'hui, on fait phew, il y a 90% des chances de survie au lieu de 15, tu comprends? Et c'est grâce 100% aux dons. Aux dons que les gens font à Opération Enfant Soleil, qui, eux, redistribuent dans tous les hôpitaux. Mais en ce moment, le CHU de Sainte-Justine qui ont sauvé la vie de mon fils, je leur dois ça. Et je me suis permis Je me permets de gosser le monde avec ça en disant, si c'est ton enfant un jour, tu vas vraiment être content de te faire dire, ton enfant a une maladie extrêmement rare, mais j'ai une solution parce qu'on a fait nos devoirs. Et ça, ces travaux-là font le tour du monde. Mon fils a servi aussi, la tumeur que mon fils a eue a été coupée en morceaux et distribuée partout avec notre permission. Dr. Bell me dit, est-ce que tu me permets de prendre la vidéo de l'opération de ton fils et de la montrer à des étudiants? Tu fais, oui, il faut. Il ne faut plus que ça arrive à des familles. Il faut. Go, tu peux mettre ça partout, dans toutes les universités du monde, si tu me dis que ça peut aider. Et puis là, j'ai fait, sais-tu quoi, Dr. Bell, vous êtes pris avec moi. Vous êtes pris avec moi, Dr. Bell, parce que j'ai un fanbase, j'ai une face connue poilue, puis oui, je fais des jokes trash dans la vie. Les gens me connaissent pour ça, mais là, ils vont me connaître pour autre chose, et je vais sacrifier ma vie à te ramener de l'argent avec mes tournées, avec n'importe quoi. Et là, tantôt, quand je parlais de capitalisme social, c'est ça. Mon but, un jour, là, je veux devenir philanthrope puis convaincre des grandes entreprises de faire, écoute, les enfants malades, c'est ça. Les enfants, c'est l'avenir. C'est par ça que ça passe. C'est par là. Il faut qu'on puisse faire en tant que société tout ce qu'on peut pour sauver ces kids-là. Fait que voilà, c'était mon speech de Dr. Bell. Merci. Mais c'est très, très beau. Martin Caron a partagé le lien de fondationsujustice.org dans le groupe. Fait que vous allez pouvoir cliquer là. Merci beaucoup, Martin. Ben, nous, on fait tout ce qu'on fait là en ce moment, c'est bénévole. On fait ça pour le fun, on fait ça pour aider les entrepreneurs et tout ça. Puis moi, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais le demander tout simplement. Tous ceux qui sont dans le groupe Social Boss, cliquez là-dessus. Si vous voulez montrer une once d'appréciation pour les bootcamps qu'on fait, tout ça, ben, cliquez là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure cause que ça. Il n'y en aura pas d'autre. 5$, 10$, 15$, 20$, peu importe. Chaque don fait une différence. Puis je pense que c'est le fun. Puis c'est drôle parce que pendant que tu parlais, je sais que c'est pas la même gravité, là, on s'entend, là, mais j'ai trouvé ça très drôle comment que le discours d'Alexander Bell s'appliquerait tellement à la pandémie actuelle. Tellement! Ça prend des solutions. OK, de dire, OK, c'est beau, là, voici la situation, mais il y a des solutions. Il faut être en mode recherche, il faut être en mode proactivité, il faut être en mode, faisons quelque chose. Si on est assis là et on broille, je te garantis qu'il n'y a rien qui va se passer. T'sais. Hey, ce gars-là, il est entré, puis ça, je vais le dire dans mon one-man show. Là, vous avez un petit bit, mais il n'y aura pas tant de jokes que ça, mais ce bout-là est dans mon show. J'explique la journée qu'on me l'a appris. Moi, c'est un docteur qui m'a appris que mon fils était malade. J'ai mal partout. Je te dis, c'est une sensation, mon gars, là, quand on t'annonce ça, le monde s'écroule autour de toi. Je regarde mon ex, on n'a plus rien dans le regard, on est détruit. Puis il dit, vous êtes chanceux, Dr. Bell s'en vient. Puis tu fais, non, il me dit, vous êtes chanceux, Alexander Bell s'en vient. Puis Alexander Bell, c'est un joueur de hockey? Je sais pas, moi, c'est qui Alexander Bell? Puis on me dit, non, c'est une sommité, tu vas voir, ce gars-là, il y a quelque chose. OK. Et le gars se pointe, il te ressemble un peu, il ressemble à un barista du Mylan, genre. Tu sais, barbe, un peu comme. Et petite lunette ronde, mon gars, genre, vraiment hipster, puis il paraît bien, man, un beau gars. Puis il rentre, tu fais fuck you, déjà que tu sauves des enfants, il faut que tu sois beau. Puis il y a un petit accent comme ça, il parle comme cela. OK? Et là, tu fais, damn, il y a mon âge, le gars. Je veux Gandalf pour sauver mon enfant. Je veux pas ça. Et le gars, il s'en vient et il me dit quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie. Il me dit, OK, je comprends. Il s'est assis devant moi, il me regardait dans les yeux au même niveau. Il n'est pas resté debout. Il s'est assis comme... Tu sais, comme quand tu coaches des enfants, tu te mets plus bas à leur niveau. Il s'est mis à mon niveau de père détruit qui pleure, là. Il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu connais aux tumeurs? Puis j'ai fait, rien. Moi, c'est mon job. Je n'ai enlevé 2 la semaine passée, identiques à celle à ton gars. Les 2 petits gars sont top shape une semaine après. Donc, tu arrêtes de paniquer. Je comprends ta peine. Mais il y a des solutions. OK? La tumeur, là où elle est, pour l'instant, on a encore du jeu. On a 10, 12 jours, peut-être plus. What? Lui, là, c'est comme tout est sous contrôle. Et après ça, c'est avec du recul. Moi et mon fils, même mon gars, il n'en revenait pas. Parce que quand il a fallu lui annoncer ce que je te souhaite jamais d'annoncer à un de tes enfants, on rentre dans la chambre, je me mets à côté du lit, puis j'ai goût de brailler, puis je fais écoute, j'ai pas une bonne nouvelle, mon homme, t'es comme une genre de bille au cerveau, là. C'est une tumeur, puis il va falloir t'opérer. Puis il fait OK. Sinon quoi? Sinon, tu pourrais mourir, Xavier.
Puis il fait OK. Et là, le doc, Alexanderville, il voit que je fige, puis il est ultra professionnel. Il fait écoute, ce que papa essaie de te dire, c'est qu'il faut absolument que je t'opère pour te sauver la vie, mais t'es en bonne main, on l'a fait plein de fois. C'est la tumeur la plus commune qu'il n'y a pas, mon homme. Il fait OK, ben, si toi t'es habitué. Il fait puis c'est pas une bille. Je vais te le dire, on dit, c'est en papa, c'est un avocat. C'est un avocat que tu as dans ta tête. Mais c'est quoi? C'est plus facile pour moi, l'avocat. C'est plus gros. Tout va bien aller. Tout va bien aller. OK? Qu'est-ce que tu veux le plus? Puis là, Xavier fait rejouer au hockey. Tu vas rejouer au hockey. Je te le promets. Bon, all right. Hey, là, il nous regarde. Il faut que j'ai rempli des papiers. Tout est correct. Tout est correct. OK? On va traverser la rivière rendu au pont. Tout est cool. Et il est parti, moi, mon gars. Wow! On n'a même plus de peine. Puis t'es sur le bord de mourir. Puis on n'a même pas peur. Tu sais, tu fais. Ce gars-là est un super héros. Il faut absolument que ma vie soit consacrée à ce gars-là. Après, ça prend des Alexanderville partout. Hier, j'étais dans son bureau. Je suis rentré, il avait son masque tout professionnel. Même si on se connaît bien, c'était là, je vais te parler de ton fils. Puis il me dit, on a des bonnes nouvelles. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans sa tête. Il m'a montré l'écran. Je voyais qu'il souriait quasiment en dessous de son masque. J'ai demandé à d'autres médecins. Il y avait Dr Perrault, un autre chef-d'œuvre, le monsieur. Tous des gars qui ont mon âge. C'est ça qui est troublant. Moi, dans ma tête, des médecins, il faut que ça ait l'air de Gandalf. Ouais, je suis d'accord. Donc, pour ça, moi, petit gros avec des tâtons de mayonnaise, qui fait des jokes dans la vie, qui n'est pas capable d'opérer un cerveau, je vous demande de donner 5, 10, 15, 20 piastres. Il n'y a pas de petits dons. Puis je vais trouver des solutions quand la pandémie de marde va être finie pour continuer à aider les hôpitaux pour les enfants malades. Ben, Joe, je trouve ça inspirant, pour vrai. Ben, je te dirais qu'il y a comme, moi, ce que je retiens de notre discussion, c'est deux choses. Premièrement, si tu as mangé comme une coupe de coups de pelle dans la face dans les 6 derniers mois, ouais. Puis tu continues d'être proactif, tu continues d'être de bonne humeur, tu continues d'être dans l'action. Fait que ça, je trouve ça hyper encourageant. Puis là, je te parle juste business-wise, là. Ouais. Le café de ta blonde, tes shows, tout le kit. Mes tournées, les tournages, tout a tombé. Juste ça, c'est une grosse montagne, mais ça, à côté de ce qui est arrivé à ton gars, tu sais, en bout de ligne, c'est fuck all. Puis toi, t'as eu comme les deux en même temps. T'as mangé le Kilimanjaro puis l'Himalaya, ça y est, dans ta bague, tu sais. Un après l'autre, mon Un après l'autre. Puis là, t'es comme. Puis là, nous autres, on regarde ça, puis tu sais, effectivement, qu'il y a probablement du monde qui écoute ça, puis qui sont comme, ouais, ben, tu sais, moi, j'ai perdu comme 50% de mes revenus. Ouais. Puis tu fais, boy, tu vas te revirer de bord, tu chialeras pas, tu paniqueras pas, tu vas retrousser tes manches, tu vas aller te grouiller le cul, puis tu vas aller rechercher tes 50% de revenus, tu comprends? Voilà. That's fucking it. C'est ça qu'il faut faire. Ça donne rien de paniquer, man. Ça donne rien de paniquer avec nos business. Ma blonde, ce matin, pendant une demi-heure, OK? Là, je vous dis, je suis un livre ouvert. Je sais même pas si elle veut qu'on en parle. On faisait une omelette un matin tranquille. Elle me dit, je panique. Je fais, wow, qu'est-ce qu'il y a? OK, je sais qu'on se dit qu'il ne faut pas paniquer, mais je me dis, vas-y, t'as le droit d'être stressé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur pour la réouverture du café. Les gens vont avoir peur d'être en groupe. Ils vont avoir peur d'aller dans les endroits publics. Puis peut-être que mes fournisseurs ne pourront pas me fournir. Puis je dis, OK. Et en quoi tout ça te stresse ce matin? Plus qu'il y a 2 mois. Et ouais, mais si les gens ne veulent pas venir, ils prendront des take-out. Tu vendras le brand de take-out. That's it. Si tes fournisseurs ne fournissent plus, tu en trouveras d'autres. Il va en avoir d'autres. Les gens vont vouloir soutenir les entreprises québécoises. J'ai dit que ta réouverture va être plus simple que ton ouverture de base. Tu vas avoir plus de soutien de la part des gens qui ne voudront peut-être pas aller boire du jus de botte assis dans des cafés pas buvables, qui exploitent du monde, puis qui vont vouloir aller faire de l'achat local, puis acheter un bon café équitable, assis avec des normes de travail qui ont de l'allure. Puis c'est ça que les gens vont réaliser. Moi, tu sais quoi? En 2009, je te raconte l'histoire, puis on va terminer là-dessus. En 2009, j'étais au Chili pour une mission commerciale avec des entrepreneurs québécois. Et la mission commerciale, elle dure 1 semaine. J'étais avec 12 entrepreneurs. Je les amène à l'ambassade, à gauche, à droite. On roule non-stop pendant 7 jours de temps. Ça finit le vendredi. Je suis comme, oh, la mission est finie. Ouais. Je me repose. J'étais avec mon partner de l'époque qui était chilien. On va faire la fête un peu. On se couche. 2h30 du matin, tremblement de terre. Tremblement de terre de 8,8 sur l'échelle. Ah oui, je me rappelle de ça. Ça, c'est le 5e plus gros qu'il y a eu dans le monde. Je suis là-bas. Je me réveille en plein milieu de la nuit. Je panique. Tout shake, tout. Ben oui. Premier réflexe, j'ai pas mes lunettes. Fait que je ramasse mes verres de contact. Fait que j'ai mon étui de verre de contact dans une main. Deuxième réflexe, je suis à l'étranger.
Je ramasse le Passeport. Troisième réflexe, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un tremblement de terre? Cadrage de porte. En dessous d'un compte de porte. Je suis en bobette, il est 2h30 du matin. Et là, Mais avec des yeux et un passeport, tu peux aller loin. Là, ça shake, tout casse. Puis là, moi, tout ce que j'imaginais après, c'est que je fais juste imaginer que tous les meubles s'effondrent. Tout ce que tu vois, c'est deux un passeport, un éditeur de contact. Et là, mais t'as été brillant, je trouve ça super logique. On s'en crisse du chandail, des jeans, de l'argent. T'as un passeport, puis tu peux voir. Ce qui a été terrifiant de ça, c'est que t'as le tremblement de terre, puis après ça, j'ai appris que t'as les répliques. OK? Ben, oui, il y en a toutes les. Après ça se replace, puis ça continue de shaker. Fait que t'as des mini tremblements de terre qui roulent tout le temps, puis c'est vraiment paniquant parce que des fois, les répliques sont pires que le premier tremblement de terre. Fait que t'es comme toujours en panique et tout. Puis il y avait un monsieur qui était là, puis le monsieur, un moment donné, il dit. Tu sais, moi, je paniquais un peu. J'étais comme, c'est stressant, tout ça. Tu sais, mes enfants étaient à l'étranger. Ben, à l'étranger qui était chez nous, au Canada. J'avais hâte de je paniquais un peu. Et le gars, il me dit, ben, tu sais, quand il arrive une situation, ça ne sert à rien de paniquer. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a une solution à ton problème? Si oui, ça ne sert à rien de paniquer. S'il n'y a pas de solution, ben, il n'y a pas de solution. Ça ne sert à rien de paniquer. Paniquer, il n'y a pas de solution. Là, j'étais là, puis je le regardais en me dire, mais c'est tombé une épice que tu viens de me dire. Puis là, non, c'est tellement intelligent. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ça va-tu rouvrir? Ça ne sert à rien de paniquer. Ça va, je veux dire, panique pas. Fais juste trouver des solutions. Avec mon fils, c'est ça notre phrase, c'est il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des solutions? Tu sais, mettons, parenthèse aussi. C'est donc le fun de parler ici. On a construit un bac à jardin. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai pris du bois recyclé, un paquet de vis. Et je sais pas, j'ai appris, il y a du bois dur, du bois mou, puis il y a différentes vis pour différents types de bois, puis tout. Et là, on était devant. Xavier, mon Dieu, c'est bien compliqué de faire ça, là. Puis je dis, Xavier, on fait un bac à jardin. On n'a pas de temps pour le faire. On doit rien à personne. Et il faut improviser avec ce qu'on a. On a à peu près 150 solutions avant de paniquer parce que là, tu paniques parce que tes deux bois sont mal chimés. What the fuck? Depuis quand on peut réfléchir? Xavier, t'as de la misère à enligner 2 bouts de bois puis une vis parce que tu paniques. Puis il est parti à rire en faisant... Je venais d'y montrer avec 2 crises de bouts de bois tout ce que je t'apprends. T'as pas paniqué quand on t'a dit que t'allais bientôt mourir, mais là, la vis c'est pas bonne pour ça. Puis là, c'était comme... Hey. Relax, man. C'est moi que tu stresses, là. C'est quoi le pays qui va arriver? On l'aura pas. C'est ça, tu le recommenceras. That's fucking it. On s'entend qu'on veut pas qu'Alexander Bell pense de même. Là? Non, et lui, on veut pas qu'un neurochirurgien fasse bon. Honnêtement, gang, je n'ai jamais fait ça de cet angle-là. Mais. Non, mais attends, quelque chose de drôle, OK? Puis pour vrai, on finit avec ça. Promis, gang, vous êtes tannés d'être devant là. Merci ceux qui sont restés tout le long. La journée que ton enfant passe une civière et tu ne sais pas s'il va se réveiller, c'est fucked up, OK? Parce que là, tu ne veux pas y dire adieu pour y faire peur, mais tu sais que ça se peut que ça soit la dernière fois que tu y parles. Fait que là, je me retiens pour pleurer, je tiens la main, puis il me dit « Papa, ça va bien aller. » Il dit « C'est sûr que pour toi, c'est long. » Il dit « Moi, une piqûre, je suis endormi. » Il me répétait tout ce que je lui avais dit. Toi, c'est une piqûre, tu te réveilles, c'est enlevé. Moi, c'est 16 heures à broyer dans une pièce, à attendre que tu te réveilles, tu sais. Et là, il me dit « Papa, relax, là. » Il part, et là, man, moi, ma blonde, mon ex puis son chum, les 4, on s'entend super bien. On s'appelle à cette heure le team Fuck Tumeur. Puis on se textait toujours dans le groupe Fuck Tumeur. Puis on s'adore. Et là, les 4, c'est la première fois qu'on part à pleurer. Puis on se prend dans nos bras. Parce que qu'on a mal, man. Ça fait mal de le voir partir dans sa petite civière. Puis Dr. Ville se pointe. Ça faisait salut. Les voix qu'on pleure. Puis fait bon, juste vous dire, tout va bien aller. Puis là, il nous calme encore son speech. Je fais, je vous dirais, paniquez pas si vous me voyez dans les 2 prochaines heures à la cafétéria. Parce que ça prend du temps avant que mon patient, votre fils, soit dans l'état dans lequel je peux opérer son cerveau. Fait qu'il dit, oui, il vient de partir là, mais moi, j'ai 2 heures de lousse. Il dit, vous, comme vous arrivez au travail, commencez-vous tout de suite? Non. Vous allez prendre un café à la machine à café, tu prends tes emails. Ben moi, je mange une bonne omelette parce que je vais être debout longtemps. Puis je prends un bon café en lisant le journal, ça me calme, à la même cafétéria que vous allez aller. Fait que peux-tu croire que pendant que je mangeais mon omelette, je le voyais au fond regarder un journal tranquille puis prendre son café parce que lui, il s'en allait opérer une tête puis tu fais « Chris, il est bien relax! » Il est bien relax! Ça n'a pas de sens! Il faudrait que tout le monde soit de même, Chris. Il n'y en aurait pas de problème sur la planète avec un gars de même. Bon, hey, ça fait un plaisir, là. Il est rendu 3 heures, moi, là, regarder la casette de Papel, là. C'est bon, cette émission-là. Ouais, ben moi, je vais aller chercher mes enfants. Puis c'est bizarre, je vais aller chercher mes enfants, puis après l'entrevue qu'on vient de faire là, j'ai comme...
comme plus le goût des voir qu'avant. Fait que Je te comprends. ça va durer 15 minutes, puis ça va revenir en normal. Oh, il va retourner sur l'iPad après, puis il s'en calisse de toi, man. C'est Vas-y, Hugo, merci beaucoup, super le fun. Merci pour ton Plaisir. temps. Puis, ben, c'est tout. On s'en reparle une autre fois, puis on lâche pas. Ça va repartir. Hey, Une année. bisous tout le monde. Ciao. Bye.